Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast qui a été très difficile à construire pour moi parce que ça fait à peu près depuis décembre que je suis sur les notes, que j'en rajoute, que j'en enlève, que c'est un bazar monstrueux, j'ai une mind map gigantesque et j'ai du mal à organiser, à avancer là-dessus. Mais ça devrait le faire, je pense que ça y est, il faut qu'à un moment que je passe dans l'action de l'enregistrer parce que je crois que j'ai pris autant de notes pour juste éviter d'enregistrer ce podcast. Donc on va faire un podcast sur le toucher dans la séance, donc le contact physique dans une séance d'hypnose. Ça part d'où ? Ça part d'une discussion en décembre sur un forum, comme d'habitude en fait. Je crois que Facebook, c'est l'endroit où je pioche toutes mes idées. Le jour où je ne suis plus sur Facebook, je n'ai plus d'idées. Donc cette discussion, elle était suite à une induction faite avec un contact physique, et on était deux nanas à dire que on trouvait le contact intrusif. Et on s'est fait charcler parce que nous, on n'a pas 40 ans d'expérience, parce que bon, bref. Et ce qui m'a aussi beaucoup énervée, c'est que j'ai entendu beaucoup de phrases depuis des années, que j'ai discuté avec d'autres hypnos qu'elles ont entendues aussi. Une notamment, alors c'était... en séance en formation, où on me disait si tu veux pas être touché, c'est toi qui as un problème, et donc c'est là qu'il faut chercher finalement. Alors que je parlais pas du tout de ça à la base, du rapport au corps ou du fait d'être touché. J'ai entendu d'autres phrases comme l'important c'est ce qui est utile et efficace. Je suis pas là pour faire du non intrusif. Ça c'est une phrase même écrite sur internet. Je teste des contacts non conscients et si ça passe, je continue sans demander pour les autres types de contacts. C'est lourd de demander. En hypnose, c'est comme ça, on touche. Et ça me fait poser énormément de questions, tout ça. Pourquoi ça m'en fait poser ? Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout être touché par les inconnus. Alors, par les proches, j'ai pas de problème avec ça. Mais par les inconnus, j'ai beaucoup de mal, je déteste ça, en somme. Faire la bise me saoule, serrer la main me saoule, j'ai besoin de place. En fait, j'ai besoin de place et j'ai besoin de pouvoir avoir confiance dans les personnes qui me touchent et que je touche, etc. Et ça, j'avais commencé à remarquer ça lors d'un stage que j'avais fait avec une nana québécoise. C'était un stage sur le non-verbal. Stage passionnant d'ailleurs. Et dans ce stage, à un moment, il y a un exercice. Je me rappelle plus exactement de la teneur de l'exercice. Je me rappelle bien de l'émotion, mais pas de la teneur. Je sais qu'on devait jouer... moi, par exemple, je devais jouer quelqu'un qui était ou hérisson ou paillasson. Voilà, un des deux. C'est-à-dire que je devais être très soumise ou être contre tout. Et il y avait l'autre personne en face qui devait essayer de me ramener à un état, enfin me ramener à être d'accord avec elle par le non-verbal, par je sais plus exactement comment. Et elle me proposait d'aller prendre des cours de danse. Et donc moi j'étais partie en mode je vais être hérisson puisque c'est ma posture la plus facile. Je fais le hérisson, j'étais d'accord avec rien et à un moment elle me touche le bras. Et là je la regarde avec des éclairs dans les yeux, je pense. J'enlève mon bras, elle recommence une deuxième fois, et là j'ai commencé à m'agacer fortement. La nana, la prof arrête l'exercice, je regarde ma pote qui était dans l'assemblée et qui me dit « j'ai cru que t'allais la tuer ». Et donc déjà suite à ça, je me suis dit « ouais, moi le contact physique non demandé, j'aime pas du tout ». J'ai remarqué ça au cours de ma vie, etc., etc. Et donc ce podcast, il part de ce forum Facebook. Il parle de mes propres expériences sur le toucher. Pareil, en séance, je n'ai pas une grande passion à toucher mes clients, même pour faire les ancrages. C'est toujours quelque chose, j'ai fait très attention, vu que moi j'aime pas ça, j'ai toujours fait très très attention avec les gens. J'ai toujours proposé de l'auto-ancrage si c'était possible. Voilà, j'ai pas beaucoup de gestes de réassurance. Et donc je partais d'une position très très fermée dans ce podcast. J'étais même partie au début, en décembre, en mode « écoutez, on touche pas, point ». Donc j'étais dans l'extrême inverse complet d'autres personnes, qui par exemple, c'est les personnes qui disent en hypnose, on touche, point. Et les recherches que j'ai faites m'ont amené à revoir ma position, ce qui n'est pas très agréable, je ne vais pas vous mentir. Le cadre dont je parle, c'est un cadre de séance d'hypnose classique, entre guillemets, c'est-à-dire sans énergétique, sans massage thérapeutique, sans rien de tout ça. Là, je passe vraiment d'une séance de coaching classique ou d'une séance d'hypnose vraiment classique. Pourquoi ? Parce que le toucher thérapeutique en tant que tel, j'y connais rien. Par exemple, toucher massage ou ce qu'ils peuvent faire en Gestalt ou des choses comme ça, moi, j'y connais rien du tout. Donc, je vais parler de ce que je connais. Et pareil, je ferai une ouverture à la fin sur le travail avec les enfants et le travail avec les personnes qui ont un handicap, du style malvoyant ou surdité. Et là, pareil, je ne sais pas du tout travailler avec ces personnes-là, mais le toucher pourrait avoir un intérêt particulier là-dedans. Donc là, je parle de séances avec des adultes, d'hypnose, de coaching, entre guillemets, classique. Je pense qu'il est très important à prendre en compte quelque chose déjà de base avant de commencer, c'est le contexte qui a changé.
depuis MeToo, environ 2019. Ça avait même un peu commencé avant aux États-Unis, 2017. Les contextes sociétaux ont changé, les apprentissages ont changé. Donc ce qui n'était pas un sujet avant, le devient maintenant. Il est donc temps de faire son deuil sur « avant c'était mieux ». C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Parce que c'était pas mieux pour tout le monde pour le coup. Avant c'était pas forcément un sujet, c'était même pas du tout un sujet. On faisait un peu ce qu'on voulait dans les séances d'hypnose, on touche pas, on se posait pas la question. Le contexte a changé, ce qui nous amène nous à nous questionner sur nos pratiques, heureusement. Et à nous demander si c'est toujours d'actualité, si on peut toujours se permettre ça, si on n'a pas zappé des choses parce que juste on ne connaissait pas en fait. On savait pas qu'on pouvait demander la permission, qu'on devait demander la permission. On n'était pas au courant de tout ça et maintenant que ça commence à sortir, est-ce que c'est pas à nous de commencer à réfléchir sur notre propre éthique et notre propre déontologie. Ceux qui diront mais moi ça fait 20 ans que je fais ça et personne ne s'est jamais plaint, on verra qu'il y a plein de biais qui font qu'on se plaint pas à un hypno ou un psycho. Et c'est pas parce que personne ne s'est plaint que personne ne l'a mal vécu, et c'est pas parce qu'on le fait depuis 20 ans qu'il n'y a pas des personnes depuis 20 ans qui le vivent très mal. Donc je me suis posé pas mal de questions en débutant ce podcast. Pour une fois, il est hyper organisé, c'est-à-dire que je suis ma mind map. Je me suis posé pas mal de questions. J'ai eu du mal à pas les orienter, à être objectif, parce que, comme je vous disais, moi j'aime pas être touchée de base. Et en plus, je suis assez horrifiée par toutes les horreurs qu'on peut voir passer sur les abus de pouvoir dans les professions d'accompagnement. On voit avec Gérard Miller actuellement, le psychiatre, psycho, hypno, parce qu'on a des hypnos qui sont accusés, notamment un à Paris. Enfin voilà, c'est légion. J'ai déjà entendu des collègues qui avaient couché avec leurs clientes. J'ai vu passer sur un forum encore, peut-on avoir des sentiments pour sa cliente, et des gens qui répondent oui, l'amour avant tout, non, pas l'amour avant tout. Mais ça, c'est sans prendre en compte toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir derrière. Bref, il y a vraiment beaucoup de boulot à faire actuellement sur tout ce qui est éthique et déontologie, et de toute façon, c'est très clair, on n'a pas de charte déontologique et éthique correcte. Même les chartes des syndicats ne sont pas très bonnes. Les dernières que j'avais lues, ça remonte à 1 ou 2 ans, mais il n'y avait pas encore écrit qu'on ne couchait pas avec ses clients, même si c'était des anciens clients. Donc, on a du taf à faire là-dessus, et comme je vous disais, moi, je suis très orientée par mes idées, mes valeurs, etc. C'est normal. Je vais pas essayer de faire un podcast objectif, mais j'ai essayé quand même de voir tout ce qu'on pouvait prendre en compte dans le toucher. Donc je me suis posé la question de est-ce que le toucher fait partie du pack hypnose, comme si on avait un espèce de pack hypnose, et voilà, le toucher fait partie de l'hypnose, comme j'ai pu l'entendre à pas mal de fois par des formateurs, par des collègues, etc. C'est comme ça, en hypnose on touche. Voilà, c'est une phrase, voilà, ok. Et à ce moment-là, si c'est comme ça, est-ce que nos clients sont au courant ? Ou est-ce qu'on a une espèce de malédiction du savoir, où nous on le sait et on pense que tout le monde le sait ? C'est possible. Donc est-ce que nos clients sont au courant, et est-ce qu'on présuppose que nos clients le savent aussi et qu'ils ont donné leur accord en venant ? Est-ce qu'on présuppose qu'ils ont lu nos sites internet, qu'ils ont lu des choses sur l'hypnose et qu'ils savent tout ça, qu'ils sont connaisseurs de tout ça ? Et là je pense qu'on s'enflamme un peu si on présuppose tout ça, clairement. Donc si ça fait partie du pack hypnose, comment cadrer ce toucher ? Est-ce qu'on doit utiliser les techniques qui, entre guillemets, marchent le mieux pour le bien-être du client, même si ça le rend inconfortable sur le moment, voire pire ? Quels sont les différents types de contacts lors d'une séance d'hypnose ? Comment les amener ? Comment créer du consentement là-dedans ? Comment éviter nos biais d'autorité, ou en tout cas les réduire le plus possible, nos biais de pouvoir et d'autorité qu'on a en hypnose ? Et si on s'intéressait aux clients en face plutôt qu'à nous et nos techniques qui marchent si bien et qu'il faut absolument mettre, qu'est-ce que ça donnerait ? Ça, c'est toutes les questions que je me suis posées, et d'autres encore, vous voyez qu'elles sont orientées. Je vais commencer avec l'apport du toucher. Le toucher, c'est un sujet qui est assez tabou en psychothérapie, surtout en psychanalyse. Freud faisait des massages à un moment, et puis quand il a commencé à développer la psychanalyse, il a complètement interdit le toucher. On avait même presque interdit le contact visuel à un moment, puisque les séances n'étaient plus en face à face. Donc il y a eu un espèce de gros omerta, un gros interdit sur le toucher en psychothérapie. On revient petit à petit dessus, puisqu'il a été étudié que le toucher, ça a de très beaux apports. Et ça, c'était un peu mes découvertes. Je savais qu'il y en avait des bons, mais je ne savais pas que c'était autant. Ça a été étudié en psychothérapie, le toucher, comment le cadrer, etc. Mais nous, en hypnose, comme on est un peu ce freestyle et qu'on a décidé qu'on ne faisait pas de psychothérapie et qu'on était à part, on zappe un peu les 3/4 des infos, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'en formation, on nous parle rarement, même s'il y en a de plus en plus maintenant, on nous parle rarement de comment on cadre ce toucher. Le toucher, ça va être très différent d'une culture à une autre. En Occident, actuellement, c'est quand même touchy, c'est le cas de le dire. Ça peut être rapidement associé à la sexualité, etc. Et comme je vous le disais, il y a un gros changement culturel actuellement, où ce qui n'était pas critiqué avant peut ne plus être socialement admis. Donc les différents types de contacts qu'on pourrait voir dans une séance d'hypnose, ça peut être déjà des contacts sociaux,
serrer la main quand on arrive. Ça peut être des contacts pour créer du lien, donc créer de l'alliance thérapeutique. Une main sur une épaule, une main sur un coude, etc. Pendant qu'on serre la main. Ça peut être des contacts de soutien, d'encouragement pour consoler, rassurer. Par contre, la personne est en train de vivre une émotion forte et on lui tapote la main ou le genou ou le bras ou on pose une main d'encouragement. Alors moi je suis comme je suis nulle pour toucher les gens, j'aime pas ça, donc je ne le fais pas parce que je sais que je suis pas bonne à ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont très forts à ça, qui ont un bon contact empathique, etc. Moi je suis un peu une handicapée du contact. Donc là je vous parle de choses que j'ai lues mais que moi je ne fais pas, clairement. Ça peut être des touchés de contact aussi pour célébrer, féliciter la personne. J'ai lu des histoires de psy qui peuvent prendre dans les bras à la fin d'un accompagnement pour féliciter sur le chemin, etc. Ça peut être du toucher expérimental dans le sens où, ça c'est par exemple dans le podcast avec Jamie Huvet, sur le psychotrauma, on en parle à un moment où il explique qu'il y a un moment dans l'accompagnement du psychotrauma, comme il y a un rapport au corps qui est particulier, notamment dans les violences sexuelles, les viols, etc. On peut commencer à travailler avec le corps au bout d'un moment quand l'alliance est vraiment très bonne et qu'il y a d'autres choses qui ont été explorées avant, et que ça peut être un test de se rapprocher physiquement de la personne pour voir comment elle se sent et de s'éloigner tout de suite quand on calibre, quand on lui demande comment elle se sent, etc. etc. Et ça peut être un test aussi avec la personne de toucher une main en lui demandant comment vous sentez quand je vous touche la main, etc. Voilà. Mais tout ça, ça doit être cadré. C'est pas juste tiens, je touche et alors comment ça se passe? On se sent bien? Non, c'est dommage. Faisons donc une safe place. Non. Donc ça peut être expérimental, c'est-à-dire que c'est dans la stratégie thérapeutique, il y a un moment où on sait qu'on va devoir explorer le rapport au corps et le rapport à l'autre, et donc ça peut être des expérimentations comme ça. Ça peut être aussi utile dans la séance pour des trucs très techniques, comme par exemple l'ancrage, pour une rupture de pattern surprendre, pour induire, par exemple tout simplement la butterfly, la main devant le visage, aussi des suggestions tactiles. Alors là, qu'est-ce qu'on va suggérer? On va suggérer du soutien, on va suggérer quelque chose qui colle par exemple, ou ça peut être plein de types de suggestions. Ça peut être des contacts involontaires, et ça c'est donc pas du tout cadré, c'est-à-dire je me rends même pas compte que j'ai touché la personne. Et puis après on parle des contacts thérapeutiques, mais là ce sera vraiment style massage, voilà, des choses comme ça que là je passe complètement là-dessus puisque je ne le fais pas. Alors toucher quelqu'un, c'est pas anodin, ça peut surprendre, ça peut créer une relation différente, d'ailleurs on va voir juste après que ça peut améliorer la relation, puis ça dépendra vraiment de la personne, de comment elle a son propre rapport au toucher. En transe, quand on touche quelqu'un, ça peut être très surprenant si on n'a pas prévenu. Et en transe, on n'est pas dans le même état, genre on fonce une porte ouverte énorme, mais on n'est pas dans le même état en non-transe. Donc le toucher a encore une symbolique différente, c'est pas pareil, mais pareil j'y reviendrai dans tous les biais qui sont en rapport avec l'hypnose. Le toucher, ça peut être thérapeutique en soi, donc ça peut apporter plein de choses hyper positives. C'est là que moi je pense que j'ai fait mes plus grosses découvertes. Je connaissais que ça pouvait apporter une humeur positive, que ça pouvait être antidouleur, que voilà, ça pouvait renforcer le lien, etc., que l'attachement, quand on est bébé, passe plus par le toucher que par la nourriture, ça ok. Ça peut vraiment renforcer l'alliance thérapeutique quand c'est fait au bon moment, ça peut créer un lien plus humain, ça peut apaiser, ça peut connecter aussi au corps, c'est-à-dire se rendre compte de notre corps, ça peut induire l'humeur positive comme j'ai dit, et puis il y a des travaux, notamment des travaux de Nicolas Guéguen ou de Michael Lepfer. Alors j'ai mis toutes les sources dans la grosse mind map, il y a beaucoup de sources pour le coup. Ça peut créer de l'intimité, par exemple, ils ont fait une étude avec des élèves qui n'avaient pas de très bons résultats scolaires et qui, après un entretien avec un enseignant qui leur touchait le bras ou l'épaule, amélioraient davantage leurs notes. Donc ça crée de l'intimité. Ils ont fait pas mal d'études là-dessus, même sur des élèves qu'on proposait d'aller au tableau, et il y en a plus qui allaient au tableau quand on leur touchait le bras ou l'épaule. Ça peut être un signe d'encouragement, de soutien, donc vraiment le contact dans une psychothérapie, c'est rarement pris en compte comme un élément entre guillemets de la stratégie, c'est-à-dire comment je l'utilise, quel sera l'apport pour le client. On le prend rarement en compte comme ça, on le prend plus en compte sur nous, qu'est-ce que ça va nous apporter en tant qu'accompagnant. J'en ai besoin pour faire une lévitation du bras, pour lui mettre le bras un peu plus haut, ou j'en ai besoin pour vérifier qu'elle suive bien ce que je dis. Mais on y réfléchit rarement sur, tiens, qu'est-ce que ça va apporter au client ou à la cliente. Et ça peut apporter beaucoup de choses, rien que le fait de toucher peut déjà renforcer l'alliance thérapeutique, si c'est au bon moment, si c'est bien fait, et on verra qu'il y a encore d'autres façons de baliser le toucher. Il y a aussi eu plein d'autres études sur le toucher pour montrer que c'était aussi une façon de manipuler.
notamment des études par exemple sur le toucher Midas. C'est la façon de prendre une espèce d'ascendant sur la personne qui a été touchée. Il y a beaucoup de recherches, notamment dans les années 70, qui ont mis en scène des situations très très simples. Des étudiants qui laissaient des pièces de monnaie dans une cabine téléphonique et qui s'en allaient en faisant comme s'ils les avaient oubliées. Et une fois que la personne d'après était rentrée, ils revenaient sur leur pas et ils leur demandaient s'il n'y avait pas eu ces pièces pour voir si la personne allait rendre les pièces. Les résultats de ces expériences, c'est qu'en l'absence de contact de l'étudiant sur la personne qui pourrait rendre la monnaie, la personne ne rend la monnaie que dans 63% des cas, mais si l'étudiant s'arrange pour toucher de manière un petit peu anodine, un petit contact, hop, sur l'avant-bras par-ci par-là, le taux il monte à 96%. On prend quand même 33% de plus. D'autres études, par exemple sur est-ce que les gens dans la rue peuvent donner de l'argent à un inconnu. Il n'y a que 29% des gens qui acceptent de donner de l'argent à un inconnu dans la rue, mais ça monte à 51% si l'inconnu les touche rapidement. Et ils ont fait d'autres études encore, parce que ça c'est des rencontres très éphémères et très rapides et qui ne demandent pas beaucoup d'engagement à la personne en face, mais ils se sont demandé est-ce que le toucher ça peut avoir un impact sur des expériences un peu plus rébarbatives et des tâches plus longues. Et donc il y a d'autres expériences, notamment celle de Hornick, qui montrent que des étudiants qui arrêtaient des personnes dans la rue et leur demandaient si elles acceptaient de répondre à des questionnaires longs, en situation simple, sans toucher, il n'y avait que 54% des gens qui acceptaient, mais s'il y avait un toucher, il y avait 76% des gens qui acceptaient. C'est pareil pour le nombre de questions. En moyenne, les gens répondaient à 97 questions quand il y avait un toucher, et quand il n'y avait pas de toucher, ils répondaient à 77 questions. On fait d'autres expériences encore sur le toucher, notamment sur les taux de pourboire. Donc, est-ce que les serveurs de restaurants avaient plus de pourboire quand il y avait un toucher ? Oui. En effet, est-ce que quand on rentre dans un magasin, quand quelqu'un nous donne un petit prospectus au début et qui nous touche, on reste plus longtemps dans le magasin ? Oui, on reste plus longtemps et on achète plus dans le magasin. Donc on se rend compte que le toucher, ça a des effets. Ça permet d'augmenter l'acceptation des requêtes, les dépenses d'argent. Ça permet aussi, ils ont fait aussi des études sur le retour, la compliance. Est-ce qu'un médecin qui va toucher son patient aura un patient qui va plus suivre les recommandations ? Oui. Et est-ce qu'un psycho ou un psychiatre qui touche son patient va avoir son patient qui revient plus facilement en séance pour suivre sa thérapie ? Également. Donc le toucher, c'est une façon aussi d'augmenter la soumission. Et là, ça vient nous poser des questions vraiment intéressantes, comme il y a déjà des biais de pouvoir dans le rapport praticien, patricienne, accompagnante, hypno et cliente. Quand on augmente la soumission, encore plus, ça vient poser des questions sur le libre arbitre de la personne en face. Est-ce qu'elle fait les choses pour nous faire plaisir ou pas ? Est-ce qu'elle serait dans un de ces patterns de soumission, les personnes par exemple qui ont du mal à dire non, qui n'ont pas appris à dire non ? Est-ce qu'on n'augmente pas ce pattern-là en touchant et en appuyant là-dessus, plutôt que de leur apprendre à dire non et à poser leurs propres limites et à leur redonner le contrôle sur qui me touche pas. Enfin, ça peut commencer à poser pas mal de questions. En tout cas, moi, ça commence à me poser pas mal de questions quand je lis des choses comme ça. En résumé, le toucher, ça a vraiment de très belles vertus. Ça a aussi un aspect plus, entre guillemets, manipulateur. Encore une fois, on va commencer à avoir d'autres problèmes éthiques, du genre, si la manipulation est dans le sens du client pour qu'il aille mieux, il ou elle aille mieux, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que l'intention qu'on a, nous, en tant qu'accompagnant, prime sur la manipulation qu'on fait ? Ou est-ce qu'on doit enlever toute manipulation, en tout cas le plus possible, pour que la cliente s'autonomise le plus possible ? Est-ce que nous, on sait vraiment où est-ce que doit aller le client ? Alors, parfois, on a quand même de bonnes idées sur la stratégie thérapeutique à mettre en place, et on sait qu'il ne faut pas toujours suivre les idées des clientes, parce que sinon, on resterait beaucoup dans leur pattern. Mais voilà, on commence sur des sujets compliqués là, clairement, mais intéressant. Il y avait un article très intéressant que j'ai mis dans les ressources d'un psychologue qui est titré « Le toucher est une arme douce dans un cerveau et psycho ». Je vous invite à le lire, il est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est pour le toucher. Ok, ça a des effets très bénéfiques quand c'est bien utilisé. Et d'un autre côté, on sait que ça augmente aussi la soumission à nos requêtes, à nos demandes, etc. En psychothérapie, et en hypnose donc, il y a déjà des biais qui vont s'inscrire du fait même de la relation qui est non équitable. C'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau entre praticien et client. Il y a une relation d'autorité. En tout cas, le client nous voit comme, même si nous, on veut pas, on veut être en position basse, absolument, quoi qu'il arrive, on est le sachant dans l'histoire, et donc on est l'autorité, la personne vient pour qu'on l'aide, elle donne de l'argent pour qu'on l'aide,
Et elle attend de nous qu'on sache ce qu'on a à faire et qu'on l'accompagne à aller mieux, voire qu'on lui donne des conseils, etc., suivant comment la personne voit la chose. En hypnose, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus fort cette relation que l'hypnose a actuellement encore cette aura de magie et de baguette magique et de prise de contrôle sur l'autre. Même si on se bat comme on veut et tout, on sait qu'entre praticiens, on prend pas le contrôle. Quoique, on peut en discuter parce que ça dépend des contextes concrets. Mais on va se détendre, on va dire qu'on ne prend pas le contrôle de la personne, qu'on a énormément d'armes à notre disposition, et j'utilise le mot armes volontairement, parce que ça peut devenir des armes, notamment dans la suggestion, dans la confusion, etc., pour pouvoir prendre le contrôle sur quelqu'un. Je sais que moult personnes diront « oui, mais il n'y a pas besoin de l'hypnose pour ça ». L'hypnose est quand même une bonne aide pour ça, parce qu'il y a des outils que d'autres psychopraticiens, ou psychologues, psychothérapeutes n'ont pas. Donc, je vais passer en revue un petit peu les biais en hypnose, parce que c'est important de prendre ça en compte dans la relation au toucher, parce que le toucher n'étant pas neutre, il est important de dire « bon, alors comment pouvoir avoir un consentement le plus libre possible ?» dans le toucher. Donc là, j'apporterai la notion de consentement après. Préparez-vous. Les anti-woke, soyez prêts. Accrochez-vous à votre table. On va parler consentement. Ça va bien se passer. Lunettes en place. Ok. Volet position décollage. Ok. Gouvernail. Ok, à droite et à gauche. Et c'est parti! Dans cette notion de consentement, etc., on doit prendre en compte que nous, on a des relations d'autorité. Le biais d'autorité, en gros, ça va être la tendance à surévaluer la valeur de l'opinion d'une personne qu'on va considérer comme ayant une autorité sur un sujet donné. Donc, on a une autorité sur l'hypnose, sur l'accompagnement, sur la psychologie, sur la psychothérapie, suivant ce que vous faites. Les clients vont nous évaluer, nous surévaluer la valeur de notre opinion. Et donc, en gros, on sait ce qu'on fait. Donc, ils vont nous faire confiance là-dessus. Sachant ça, un praticien qui va dire « je vais vous toucher sans demander la permission, sans poser de cadre, sans expliciter », il y a peu de personnes en face qui vont oser se rebeller. Non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Si je vous file un bon gros paquet de fric, vous la bouclez ou pas? Et ça pour plusieurs raisons. Le client en face, il sait pas comment marche l'hypnose. Donc ça se trouve, il se dit « en hypnose, pour que ça marche, il faut être touché, quoi ». La difficulté à dire non. Et là, on a des contextes sociaux, culturels, des apprentissages, etc. Notamment, par exemple, les femmes, on a plus de mal à dire non que les hommes, parce qu'on nous a appris à dire oui. C'est con, mais c'est comme ça. Mais c'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte la personne que vous avez en face de vous, genre l'éducation qu'elle a eue, le contexte dans lequel elle est, etc. etc. Ça, la personne ne vient pas neutre de tout ça. Donc, les femmes ont plus de mal à dire non, donc une femme que vous touchez aura plus de mal à dire non qu'un homme. Voilà. Tant qu'on n'apprend pas aux femmes que elles peuvent dire non et qu'elles peuvent se positionner et que c'est pas parce qu'elles vont faire ça qu'on va leur casser la gueule, quoi. Et donc ce fameux biais d'autorité va faire que on va pas se rebeller, qu'on va pas dire non. Il y a aussi pas mal de gens qui ne voudront pas perdre le lien avec la personne, donc ils vont pas dire non. Il y en a qui se disent je dois lui faire confiance, c'est lui qui sait, donc ils vont pas dire non, voilà. Énormément de raisons pour lesquelles on va pas dire non à un psycho, à un thérapeute, n'importe lequel. Comme je l'ai déjà dit dans mon podcast, moi, mes relations à mes psychologues sont pas bonnes. Parce que j'ai jamais réussi encore, c'est peut-être l'objectif de ma vie finalement, j'ai encore jamais réussi à leur dire mais ce que vous dites, c'est de la merde. Voilà. Alors que je le pense profondément, hein. Vraiment. Profondément, je suis sûre de moi, de ma croyance, ça, c'est de la merde. Et ben je suis pas capable de le dire parce que j'ai toujours le petit doute de putain mais c'est quand même lui le psy quoi, il a fait des études, il sait mieux que moi. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles personne vous dira oh touche-moi pas. Il y a la volonté de plaire à son psy, ça a été aussi pas mal étudié, le syndrome de la bonne élève. Et puis il y a une espèce d'escalade d'engagement. Si à la première fois on n'a rien dit, c'est-à-dire par exemple je serre la main à la personne, cette personne profite pour me toucher le coude ou l'épaule et je dis rien parce que c'est le premier contact social qu'on a, quoi. Je le connais pas, je sais pas comment il peut réagir, ou je peux être juste buggée en fait, c'est-à-dire que waouh, je m'attendais pas à ça, sans que ce soit une agression, hein, ou en ressentant ça comme une agression, mais même sans que ce soit une agression pour moi, ou je m'attendais pas à ça, je suis buggée, on passe rapidement à autre chose, le praticien va pas explorer ce sujet, va pas dire waouh, je vous ai touché l'épaule, comment vous l'avez vécu, est-ce que c'est ok pour vous, moi tu me poses pas la question, tu passes direct, ah bon alors pourquoi vous venez, je passe sur mon problème, je me dis bon allez tant pis. Et donc ça peut créer une escalade d'engagement, j'ai rien dit à la première fois, donc à la deuxième je vais rien dire non plus. On veut être congruent en fait, je veux rester congruente, j'ai rien dit la première fois, donc je vais continuer à rien dire. Ça, c'est déjà les biais de base, et je vais rajouter autre chose. Le toucher, dans la séance de psychothérapie, on va dire, il est unilatéral. C'est très rare, un client qui va venir nous toucher en premier.
Alors, je parle du coup de mon expérience, de les personnes avec qui j'ai discuté, 2-3 personnes avec qui j'ai discuté, de l'expérience en plus de François, qui travaille depuis un moment au cabinet aussi. Ça nous est très peu arrivé, moi ça m'est jamais arrivé, mais bon, de base j'ai déjà une grosse frontière, donc je suis pas très proche de mes clients physiquement, je leur laisse de l'espace, je me laisse de l'espace, etc. Donc moi c'est pas trop étonnant que ça me soit pas arrivé. François qui lui a touché beaucoup plus facile, ça lui est arrivé 1 ou 2 fois, que ce soit, il m'a raconté surtout une personne là qui, quand elle était en détresse, qui pleurait, etc., lui avait pris la main, de son fait à elle. 1 sur 10 ans de pratique, en tournant entre 60 et 80 séances par mois, c'est pas beaucoup quand même. Peut-être qu'il en a oublié, peut-être que vous en avez plus d'exemples de votre côté. Ça a été aussi étudié, ça pareil, plus en psycho, mais en fait on a une relation donc d'autorité, et en fait les personnes qui se permettent de toucher les autres sont souvent les personnes dominantes par rapport à celles qui sont plus soumises. Dominantes dans le sens, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons le cadre, le lead, etc. de la séance. Donc les personnes en soumission vont avoir du mal à aller toucher la personne dominante. Et c'est intéressant de se rendre compte que on va instinctivement se tenir à distance d'un supérieur, alors que ce dernier, lui, peut librement pénétrer la sphère intime sans problème, machin. Vous retrouverez dans les sources, c'est une psychologue qui s'appelle Judith Hall qui a étudié ça. Et je trouve que ça, alors je sais pas si on peut l'adapter exactement, parce que cette histoire de dominance-soumission me dérange dans la psychothérapie, et demande à creuser les termes exacts, et le problème c'est que je suis pas déjà partie sur un podcast de au moins une demi-heure, 45 minutes je pense, donc je vais pas tout creuser, mais ça vient poser des questions en plus sur cette unilatéralité du toucher, et si les clients se permettent pas de faire ça avec nous, pourquoi est-ce qu'on se permettrait de faire ça avec eux sans leur demander leur avis ? Voilà, il y a un truc qui me dérange là-dedans, et qui déjà sous-entend que clairement, cette idée qu'on n'est pas au même niveau, elle est réelle, quoi. Je sais bien qu'on veut tous, je le redis, être dans cette position neutre, position basse, etc. Mais à mon avis, c'est une vaste fumisterie, cette histoire. Pour ce qui est des biais qui sont encore plus importants dans l'hypnose. L'hypnose, c'est quand même aussi une méthode d'influence. On a des petites techniques là-dedans, notamment la confusion, le langage indirect, les suggestions indirectes. Ça fait paquet d'outils qui amènent pas de clarté et qui peuvent imposer un contact qui serait non voulu. On n'est pas dans le langage de la clarté dans l'hypnose, en tout cas dans l'hypnose qui est apprise actuellement. En plus, suivant comment vous allez définir l'hypnose, mais on passe d'une sorte de facteur critique, et donc on va laisser plus de place à la partie inconsciente. C'est une métaphore. En fait, on suggère souvent aux gens de laisser l'inconscient gérer et de mettre le conscient de côté. Moi, c'est toujours un truc qui m'a dérangé. Alors, passons sur le fait que l'inconscient c'est une métaphore, que c'est pas une réalité, etc. Quand on dit de mettre le conscient de côté, ça met aussi le conscient avec tout le mental. En fait, ce qu'on dit aux gens, c'est laisser votre mental de côté et laisser faire les choses toutes seules. Mais le mental, c'est aussi ce qui nous permet de faire attention, d'observer, d'avoir un regard critique sur les choses, donc de garder son libre arbitre aussi. Donc moi, demander au mental de se taire, personnellement, ça me dérange. Et de base, si en hypnose c'est plus facile de changer, parce qu'on arrive dans des états de transe, etc., et que nos suggestions amènent ce changement, nos suggestions peuvent donc amener autre chose qu'un changement positif pour la personne. On va pas faire les enfants à croire que nos suggestions seront toutes bonnes et que l'inconscient est protecteur et que ce sera tout bon pour la personne. Arrêtons les bêtises 5 minutes. On sait très bien que nos suggestions peuvent amener des choses négatives pour la personne et que ce sont des leviers en plus d'influence et qu'on s'en sert pour le bien-être de la personne, mais que si on s'en servait dans une idée de violence ou d'agression sexuelle, etc., ça vient mettre, en plus de tous les autres biens dont on a parlé, ça vient rajouter du poids dans la balance. À ce tarif, si on cadre pas très très vite et très fort le fait d'être touché, on peut arriver à un moment à toucher la personne dans la transe sans... Alors, depuis un temps maintenant on l'annonce au moins, mais c'est pas du tout suffisant, mais sans demander à la personne si elle est d'accord. Et demander à une personne si elle est d'accord en transe, est-ce que ça vaut la même chose que si elle est d'accord hors transe, quand elle a toutes ses capacités de réflexion, etc. Voilà, ça pose la question. Je vais pas répondre à cette question, parce que ça demanderait pour le coup des études neurologiques, que je ne vais pas faire, mais c'est vraiment un podcast de questions, finalement. De réflexion, parce que je pense que le contexte ayant vraiment beaucoup changé actuellement, et être en train de changer, il est temps qu'on l'adapte, nous, à nos cabinets, et qu'on se questionne, nous, plutôt que d'être flemmards et flemmardes, et qu'on se renseigne là-dessus. Et le renseignement n'est pas facile. Ce podcast, c'est pas facile à faire parce que les renseignements, déjà, sont pas énormes, et puis parce que ça amène plus de questions que de réponses, finalement. J'en suis désolée. Ou pas, d'ailleurs.
Donc on a vu pour l'instant que le toucher pouvait être hyper thérapeutique, hyper positif, créer du lien, être vraiment bon pour la personne, que ça peut être une étape dans une gestion de, par exemple, de PTSD, etc., de se reconnecter au corps, que souvent, d'ailleurs, dans les thérapies actuelles, on est un peu trop centré mental, émotion, et qu'on oublie le corps. Donc ça peut être une façon de reconnecter au corps. Ça a du positif, ça a aussi le côté négatif de manipuler, et puis prendre en compte qu'en hypnose et en psychothérapie, on a quand même énormément de leviers pour... je vais utiliser les mots que j'ai pas, mais pour soumettre la personne en face, que ce soit dans un changement positif ou que ce soit dans du négatif. Donc, attention à ces biais-là, prenons-les vraiment en compte. Et pour ça, on va essayer de baliser le toucher. Alors, bonheur pour moi, mais il y a une autre personne qui a commencé à baliser ça, mais il y a longtemps. Alors, je ne sais pas comment on dit, c'est Gelb ou Gelb, un psychologue, en 1982, qui a commencé à baliser le toucher en disant... et là je vais lire, que pour être thérapeutique, le toucher doit respecter à minima 4 conditions. Des limites claires, un toucher congruent, le sentiment chez le patient qu'il contrôle les modalités du toucher, ça c'est quand même un truc qui n'arrive jamais, et le sentiment chez le patient que le toucher est pratiqué pour son propre bénéfice et non celui du thérapeute. Pareil, je vous mets la source. Donc, le consentement. Parce que des limites claires, un toucher congruent, le sentiment chez le patient qui contrôle la modalité du toucher, tout ça, ça va demander à ce qu'on demande le consentement à la personne. Donc on va revenir sur des définitions de base, qui ne sont pas de base pour tout le monde en fait. Avant d'expliquer ce que c'est que le consentement, exactement les critères d'un consentement, je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut que la personne en face sache à quoi elle consent. Et le problème, c'est que nous, des fois, on a tendance à oublier que les clients ne savent pas forcément ce qui les attend. Donc entre ce que le thérapeute sait et ce que le client sait, il peut y avoir un gap. Ce que le thérapeute connaît, est-ce que le toucher fait partie du pack hypnose ? On y revient. Là, je vous invite à utiliser carrément la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est 4 zones différentes. Vous irez voir, il y a une petite image là sur la mind map. Il y a la zone publique, c'est ce que moi et les autres connaissons de moi. La zone aveugle, que les autres connaissent de moi, mais moi, je n'ai pas connaissance. La zone inconnue, ce que ni moi ni les autres ne connaissons, et la zone cachée, ce que seul moi connais de moi. Et ça, on peut l'appliquer à la thérapie et donc au cadre. Le toucher fait-il partie du pack hypnose ? Est-ce que le client est au courant ? Ou est-ce que c'est une zone cachée pour lui ? C'est-à-dire, moi je le sais, mais le client ne le sait pas. Donc, il faut le cadrer, il faut préciser. Et on va tout de suite y aller en partant de la définition du consentement. Consentement, c'est dire oui. Dire oui à quelque chose, à une demande qui est claire. Donc le consentement, il doit être clair, ça doit être un oui volontaire. Si tu as un silence, ou si y a un oui, ou si c'est un mouais, ou voilà, c'est un non. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est noir ou blanc. C'est pas blanc, oui, c'est noir. Point. Il doit être libre, sans pression ni menace. Donc là, déjà, ça commence à devenir le bazar, parce qu'avec nos biais d'autorité, le consentement libre en face, comment le rendre le plus libre possible ? Il doit être éclairé, on doit savoir à quoi on dit oui. Ça doit être très très explicite, ce à quoi on dit oui, et il est révocable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire non à tout moment, et qu'on nous repose la question en fait, quand on ne tombe pas dans cette escalade d'engagement de laquelle je parlais. Un oui maintenant ne veut pas dire un oui plus tard, donc ça c'est le rôle du thérapeute, psychothérapeute, accompagnant, etc., qui doit redemander à chaque fois si c'est ok, puisque sinon on part dans une escalade d'engagement où j'ai dit oui, je vais pas lui dire non maintenant, donc je vais rien dire. S'il me demande pas, je vais rien dire, je vais dire oui, même si j'ai pas envie. Ça, non. Donc, consentement éclairé. Pour ça, on va se servir du cadre, tout simplement. Pour le toucher, poser un cadre clair. Comment je vais vous toucher ? Je vais mettre ma main, je vais faire un toucher genou, je ne sais pas. Où est-ce que je vais vous toucher ? Combien de temps je vais vous toucher ? Est-ce que ça va être un toucher appuyé ou un toucher léger ? En tout cas, ce que vous proposez comme toucher. Et informer la personne qui va pouvoir interrompre le toucher quand il veut, donc se retirer, enlever la main, dire quelque chose, etc. Et vérifier que tout ça est d'accord pour le client, voire encore mieux, demander au client comment il veut être touché, si c'est ok pour lui de le toucher à ce moment-là, comment, où, etc., etc. On calibre. Voilà, on calibre parce que comme je vous l'ai dit, avec nos biais d'autorité, eh bien en face on peut avoir des faux oui. Des oui de ouais, allez, bon, oui, ok pour cette fois. Non,
Non, là, s'il y a personne qui dit ça, mais il n'y a pas de problème, c'est non. On peut très bien faire une séance d'hypnose sans toucher, et si les gens ne savent pas faire des séances d'hypnose, si vous ne savez pas faire une séance d'hypnose sans toucher, on a un très gros problème en fait. Il va falloir revoir les cours. Le thérapeute doit aussi indiquer clairement qu'il n'y aura pas de contact de type sexuel et être clair sur la nature du type de contact qui est utilisé. C'est un contact qui utilise pour créer une induction, pour une rupture de pattern, pour... Voilà. Essayer d'éduquer entre guillemets au plus la personne en face pour lui donner toutes les infos possibles pour qu'elle puisse être vraiment très claire sur ce qui va se passer en fait, puisque on se met peu dans la peau du client, mais quand on va dans une séance d'hypnose, nous, on pense que tout le monde sait maintenant ce que c'est, et on a du mal à se représenter, surtout si on travaille depuis longtemps, à se représenter ce que c'est qu'un client qui arrive en séance pour la première fois, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Le peu de choses qu'on voit sur internet, c'est pendant 30 minutes on va discuter, et puis pendant 30 minutes on va faire une séance de transe. Ok, mais c'est quoi en fait? Enfin, il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de savoir, on est bien d'accord. Il y a des gens à qui vous avez expliqué tout ça et vous faire oui, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, ok. Mais il y a d'autres personnes chez qui ça va tout changer dans le rapport. Le consentement enthousiaste, yes mean yes. Un oui est un oui, c'est tout. Mais quand c'est pas un oui, c'est un non. Céder n'est pas consentir. C'est pas parce que vous insistez ou que vous dites que c'est vraiment très important ce toucher-là, que si vous appuyez le toucher comme quelque chose de très important et essentiel dans la séance, et que la personne dit oui parce que vous amenez des arguments qui sont totalement faux, ça s'appelle céder, et c'est pas consentir, et donc c'est pas loin de la coercition, donc on se calme. Actualiser, consentement actualisé, c'est le rappeler, c'est-à-dire que vous avez utilisé par exemple un toucher pour un ancrage, ok, c'était un toucher main sur le dessus de la main ou sur l'épaule, pour un ancrage, parce que vous avez besoin de faire, j'en sais rien, une RHV par exemple, et donc vous vous servez de cet ancrage, et que c'est un ancrage négatif, donc vous n'avez pas envie que la personne fasse des auto-ancrages négatifs, je sais pas pour quelle raison vous avez envie de faire un ancrage, mais le oui valait pour cet ancrage-là, voire même pour un seul toucher. Donc si vous êtes amené à prendre la main pour faire une lévitation après, vous redemandez. Et là je vois venir, c'est lourd de demander ça. Oui, c'est vrai que c'est affreusement lourd de poser une question. C'est très difficile. Mais pour la personne en face, qui ne sait pas qu'elle a le droit de dire non, et qui n'a pas envie d'être touchée, et qui est en train d'apprendre avec vous qu'elle a le droit de dire non, c'est salvateur. Donc, c'est pas grave, ce sera lourd pour vous, et vous allez vous en sortir. Vraiment, vous allez vous habituer, vous allez trouver des moyens de rendre ça moins lourd, de mettre de l'humour dedans, vous allez peut-être faire des fiches explicatives que vous enverrez à vos clients avant, en expliquant bien qu'ils peuvent dire non à tout moment, qu'il n'y a aucun souci, peut-être que vous allez cadrer différemment, vous allez être créatif, ça va être magnifique. Vous allez réussir à passer cette étape affreusement lourde pour vous et difficile pour arrêter de vous concentrer sur vous-même et passer sur votre client. Et ce sera beau. Là, c'est la journée des droits de la femme, là, donc je suis bien, quoi. Ce consentement, il doit aussi être libre, et ça pose la question, comme je l'ai déjà dit, de la relation non équilibrée entre thérapeute et client, et comment on arrive à avoir un consentement libre de tout biais d'autorité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire, je pense qu'on peut faire au mieux, mais j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse enlever tout biais d'autorité. Donc là, à nous de trouver des moyens de faire baisser cette autorité en redonnant du pouvoir au client. Je trouve que cette idée de Gelb, du psychologue dont je parlais, que le sentiment chez le patient qu'il contrôle les modalités du toucher est vraiment très importante pour ça. Donc lui faire décider, lui, des modalités du toucher plutôt que nous proposer peut devenir très intéressant. C'est-à-dire que, ok, on peut faire une induction avec une lévitation du bras ou une rupture de pattern, et en expliquant ce que c'est qu'une rupture de pattern. Et je vais être amenée à vous toucher. Déjà, est-ce que c'est ok pour vous? Et si oui, comment c'est ok? Et où est-ce que vous préférez? Et combien de temps? Etc. etc. Et ça, tout ça, ces grandes conditions donc, que j'ai évoquées au début, là, ça fait que ça améliore l'alliance thérapeutique. S'il n'y a pas ça, le toucher peut juste dégrader l'alliance thérapeutique, en fait. Une fois que le toucher a été fait, vérifiez après avec la personne que c'est ok. Ok, comment vous vous êtes senti? Ça va? Pas de problème? Très bien. Ça prend 2 secondes. Et ça permet de continuer tranquille, quoi. Ça se trouve, même à un moment, la personne va me dire « Non, mais arrêtez de me demander toutes les 5 minutes. » Vous pouvez même lui dire « Si je vous saoule avec mes questions, vous me dites. Arrêtez de me demander toutes les 5 minutes parce que pour elle, c'est totalement ok et qu'elle n'a aucun problème avec le toucher. » Et ok, pas de problème. Si elle vous demande d'arrêter de demander, on arrête de demander. Mais pour une partie, et peut-être une petite partie, peut-être une minorité de personnes dans votre cabinet, de changer cette façon de faire là sur le toucher, ça va tout changer. Que ce soit dans le rapport, mais que ce soit même eux dans leur propre apprentissage de la possibilité de dire non, et ça c'est des apprentissages qui sont après généralisables à beaucoup d'autres choses. On s'abstient du toucher si, le contexte ne le permet pas.
Le toucher éthique, c'est le toucher qui est utilisé en tenant compte du contexte de la relation thérapeutique et en étant sensible, comme je vous le disais, aux variables de la cliente, telles que le sexe, la culture, l'histoire, le diagnostic, le genre, etc., etc. Par exemple, une personne qui arrive avec une histoire de psychotrauma, des violences sexuelles, des agressions, des viols durant l'enfance, des choses comme ça, on va pas se précipiter sur « Ah, moi je vais toucher et tout va aller mieux parce que j'ai un toucher thérapeutique et que je vais mettre du magnétisme dedans et que ça va elle va être mieux avec son corps et elle va pardonner son corps pour ses violences. » Alors déjà, nombre de conneries qu'on peut entendre là-dessus, mais non, on n'y va pas comme un gros bourrin. Il faut vraiment prendre en compte le contexte de la personne et ça doit être bon pour elle en fait. Je le rappelle, mais c'est pas bon pour nous et notre stratégie, c'est bon pour elle, parce que c'est utile pour elle. Si la cliente ne veut pas, évidemment on s'abstient. Si c'est pas une stratégie réfléchie, le toucher, si vous n'êtes pas dit tiens, là le toucher a une importance, je sais pas, pour créer du lien, pour qu'elle elle se connecte avec son corps, parce qu'on peut aussi toucher par exemple un doigt pour dire est-ce que vous sentez ce toucher, parce qu'il y a des gens qui sont très dissociés de leur corps, donc ça peut être des tests comme ça. Ça peut être encore mieux en auto-toucher, c'est ce que vous sentez, vous mettez votre main sur le genou, est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous sentez, etc. Mais vous pouvez aussi vous le faire, parce que vous pouvez avoir envie de tester le toucher d'un autre être humain. Et puis si c'est réfléchi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut changer dans la relation thérapeutique si vous commencez, vous, à toucher. C'est intéressant aussi de se poser la question. Si vous avez un doute, une réserve ou une inquiétude, vous vous abstenez. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est l'ordre de la séduction, de l'attirance sexuelle, de l'un ou l'autre des côtés, vous abstenez. S'il n'y a pas de relation forte, déjà, s'il n'y a pas une bonne alliance thérapeutique, toucher en début d'accompagnement alors que la personne ne nous connaît pas et on ne sait même pas si elle peut dire non, s'il n'y a pas de cas de posé, etc. Ça n'a aucun sens et ça peut être violent pour certaines personnes. Il faut aussi une relation thérapeutique solide parce qu'il faut pouvoir tolérer une erreur dans le toucher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça détruise la relation thérapeutique. Si c'est au début, ça peut casser très vite les trucs. Et il faut une relation thérapeutique solide parce que le moment où vous allez vous excuser parce que vous avez fait une erreur, il faut que vous soyez en capacité de vous excuser auprès de cette personne et que la personne puisse l'entendre, que vous sachiez que vous avez vraiment une discussion ouverte là-dessus. Et si vous-même vous n'êtes pas à l'aise avec le toucher, là pour le coup je prends mon cas personnel, au risque de mal faire ce toucher, c'est-à-dire d'être brusque, de pas être agréable, de vous-même pas à l'aise avec le toucher, ne le faites pas en fait, ce serait étrange. Les avantages à baliser tout ça, c'est que vous allez avoir un rapport qui s'améliore. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui vont vous dire « Non mais moi ça va très bien avec ça », et puis il y a une minorité qui va vous dire « Merci ». Ça ouvre une porte pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de dire non, ça détend les appréhensions du départ, ça permet de poser un cadre, de discuter, d'apprendre à se connaître, et ça permet d'utiliser le positif du toucher, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, sur le fait que ça détend, que ça amène des bonnes hormones dans le corps, que ça reconnecte au corps, enfin, tout ce qui est positif dans le toucher, c'est utilisable que si vous avez balisé. Le problème de ne pas intégrer cette notion, c'est que vous pouvez avoir de grosses violations de frontières, c'est-à-dire réactiver des traumas, heurter les personnes en face, casser l'alliance, montrer que vous avez le pouvoir et pas l'autre, que vous êtes focus sur vous-même et que vous oubliez votre client, vous pensez à votre stratégie au détriment du client, à votre façon de faire, ouais mais moi ça marche quand on fait comme ci, comme ça, en 2 secondes, si voilà, faut tenir 2 secondes, il faut faire ça, et ensuite, voilà, et là, ni vu ni connu, la personne ne le verra pas passer. Mais alors, moi ça m'interroge beaucoup, ni vu ni connu, la personne ne le verra pas passer dans une relation thérapeutique. Est-ce que c'est vraiment le but de faire passer des trucs comme ça aux gens sans qu'ils s'en rendent compte ? Comment réparer ? Et est-ce que c'est possible ? Je disais là, si vous avez fait une erreur dans le toucher, si la personne l'a mal vécu, que machin, eh bien, en parler très rapidement, ouvrir la porte à ça, s'excuser platement, et ouvrir la porte à un possible arrêt de l'accompagnement si la personne veut arrêter, qu'elle ne se sente pas engagée et obligée de finir avec vous. Voilà pour les différentes façons de baliser le toucher. En conclusion, j'espère que ce podcast n'était pas trop brouillon. Je pense que si. J'ai essayé vraiment d'organiser durant ces 3 mois au mieux ma pensée, mais étant dans une grande réflexion sur ce sujet et changeant moi-même d'avis, c'est pas si facile. Donc j'espère que ça vous a apporté des pistes de réflexion. Le toucher, oui, mais cadré. Et au début, en décembre, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce podcast, c'était pour moi le toucher non, point. Donc évolution quelque part, c'est bien, non ? Ça vaut aussi pour les stagiaires en formation. Et les formateurs, c'est pas la fête du slip, ni en formation, ni par les formateurs ayant une posture d'autorité énorme aussi par rapport aux stagiaires. Faites gaffe à ce que vous dites, à ce que vous apprenez aux autres. Et les stagiaires, si vous êtes vous-même en formation, demandez quand vous faites un exercice, même si le formateur vous l'a pas dit, même si le formateur dit « Ah, vous embêtez pas avec ça », non, demandez à la personne en face. Vous ne savez pas la personne que vous avez en face de vous, vous ne connaissez pas son histoire. C'est encore pire en formation en fait, vous ne savez pas ce que vous venez toucher, réactiver, etc. Vous n'avez aucune idée, parce que vous ne faites pas de vraies séances, donc vous n'avez aucune idée de son histoire, du contexte dans lequel elle vit,
Donc attention, mettez encore plus de attention qu'en séance presque, quoi. Enfin, parce qu'en séance encore on a le temps d'explorer avec la personne, de la connaître, qu'elle nous livre des brides de son histoire, etc. En formation on arrive, on fait un exercice, allez bim bam boum, rien à faire, vous avez 10 minutes pour faire ça. Non, il faut, quand on a encore moins de temps, il faut faire encore plus attention. Je pense qu'un jour François il fera un petit podcast sur lui-même, ce qu'il a fait évoluer dans son cadre, parce que vous imaginez bien que ce sont des discussions qu'on a fréquemment. Et donc, dans ce qu'il me racontait, lui, c'était qu'il avait en effet changé cette façon d'amener le toucher en mettant du consentement là-dedans. Sur pas mal de personnes, ça ne change rien, en fait. Les gens disent, ouais, ok, pas de souci. Mais qu'il y a des personnes que ça touche vraiment beaucoup, que ça émeut et qui remercient, en fait. Et moi, ce que je me demande, vraiment, c'est quel est le problème à parler de consentement, de demander la permission, de baliser tout ça. Et je sais pas. J'ai pas encore compris quel est le problème, alors que ça vienne rejoindre des idées, comme je disais en tout début, ils nous font chier, on peut plus rien faire, pas bien, ok, bon, ça je peux entendre, que ça vient heurter des croyances, qu'on trouve des espèces de dissonances cognitives, parce qu'on se dit putain, pendant des années j'ai peut-être fait de la merde, ok, ouais peut-être, moi aussi j'en ai fait pendant des années de la merde sur certains trucs, y a pas de souci, on apprend en fait, les contextes changent, il y a plein de choses qu'on apprend. Est-ce qu'on a peur de perdre du temps dans la séance en mettant ces cadres-là ? Si c'est ça, est-ce qu'on est tellement à cheval sur l'horloge, le temps, le fait de faire qu'une séance, qu'on peut pas prendre ce temps-là, c'est étonnant aussi. Est-ce qu'on a peur de perdre du lead, de redonner du lead au client et d'en perdre ? Je sais pas. Est-ce qu'on a peur de perdre une technique de changement qui est efficace, les suggestions tactiles, les choses comme ça ? C'est pareil ce que j'ai dit, hein, si on n'est pas capable de faire une séance sans ça, il est temps de repartir en formation peut-être. Mais surtout, bah ouais, vraiment, ma grande question de fin, c'est mais qu'est-ce que ça peut vous de demander la permission pour toucher quelqu'un ? Et j'ai pas encore la réponse, hormis le fait qu'on veut garder une espèce de pouvoir sur l'autre. Là, je pense que la réponse est pas bonne parce qu'elle est vraiment trop orientée sur mes idées à moi, mais j'ai vraiment du mal à comprendre cette espèce de résistance en mix, qu'on arrive sur une dissonance cognitive, que ça vient toucher des espèces de valeurs, zut, arrêtez de vouloir tout changer, que peut-être on n'aime pas le contexte actuel, je sais pas. Donc je suis ouverte pour le coup à la discussion là-dessus, parce que ça m'interroge vraiment qu'on puisse passer outre ce consentement. Alors je ne parle même pas de l'hypnose de spectacle, voilà, c'est la foire. J'ai entendu des trucs mais que s'ils montent sur scène, ils sont d'accord. Non, parce que le consentement, encore une fois, doit être éclairé, et donc on sait pas du tout ce qui va se passer sur scène. Pour avoir vu des spectacles dégueulasses, du genre, on soulève les jupes des filles parce qu'on est au camping, donc on soulève les jupes des filles et c'est rigolo, ou alors la fille fait une espèce de striptease sur la musique, autour d'un mec, enfin, c'est temps de sortir de cette espèce de posture à la con, mais bon, bref, je m'énerve, mais je me calme. En tout cas, dans le cadre de la séance, je vais pas partir sur le spectacle, il y aurait trop de choses à dire, ni sur l'hypnose de rue, il y aurait trop de choses à dire, mais je l'ai bien en tête, ne vous inquiétez pas. Mais dans le cadre de la séance, sachant qu'on est sur des accompagnements, qu'on est là pour l'autre, dans le respect de l'autre, j'ai vraiment du mal à comprendre en quoi poser toutes ces balises sur le toucher, ça peut être un problème, et qu'est-ce que ça peut créer comme problème dans la séance ? Est-ce que ça ferait perdre le rapport ? Je vois pas comment. Donc voilà, c'était tout pour moi. Si j'avais dit avec les personnes qui ont un handicap, pareil. J'avoue ma totale ignorance là-dessus. Est-ce que le toucher pourrait être très intéressant justement avec ces personnes-là, notamment peut-être les personnes aveugles qui passent beaucoup par le toucher, mais étant ignorantes, j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, ça fait une ouverture intéressante pour une fin de podcast, de se dire le toucher dans parce que c'est des minorités, les personnes qui ont un handicap, qu'on n'explore pas du tout dans nos formations. Donc comment les accompagner au mieux, etc. Ça peut être des sujets intéressants à chercher. Voilà pour ce podcast, j'espère que c'était pas trop le bordel, mais que c'était quand même assez clair sur la position. Il y a toutes les sources, alors j'en ai mis peut-être une petite dizaine, desquelles des fois j'ai cité carrément des exemples comme ce gelb, on saura toujours pas à la fin du podcast comment on dit. Et je vous mets la mind map dans les notes. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous en avez pensé.